parce que je crois que vous réfléchissez à la démocratie, et moi aussi depuis 6 ans, et je suis en train de trouver des idées qui peuvent vraiment nous servir, qui sont très originales. Le plus simple, c'est souvent de vous rappeler, mais d'un mot seulement, comment est-ce que je suis passé de l'état de citoyen passif, qui est le cas général, à celui de citoyen actif, qui se donne du mal pour comprendre le bien commun et essayer d'y participer. Ça s'est passé, comme disait Daniel, en 2005, et à l'occasion du débat sur le traité anticonstitutionnel, puisque vous savez que c'était un traité qui était conçu, pensé et réalisé pour détruire, et ça a fonctionné, détruire nos constitutions. Je ne le savais pas à l'époque, je m'en suis aperçu en y réfléchissant, et je voudrais résumer l'idée de constitution, à quoi ça sert et comment ça marche normalement. Le traité de 2005, le traité qu'on a refusé en 2005 et qui nous a été imposé en 2008 par voie parlementaire, ce traité est rigoureusement le contraire d'une constitution. C'est-à-dire qu'on peut parler d'anti-constitution, c'est-à-dire que c'est la négation même de ce que devrait faire une constitution. Et donc c'est à cette occasion-là, à l'occasion de ce débat, que une chance, oui c'est une chance en fait, hein, tout le monde réfléchissait, on était des centaines de milliers à réfléchir, je ne sais pas si vous vous souvenez en 2005, et tout le monde écrivait beaucoup, et bon, moi aussi je me suis mis à écrire, à l'occasion d'une controverse plus ardente que les autres, je me suis mis à écrire un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et j'ai eu la chance que ce texte circule beaucoup. Les institutions pourraient se servir de cette importance qu'a pour chacun de nous le regard de l'autre, pour nous motiver, pour nous donner du mal. Il n'y a pas que là, les humains ne se donnent pas du mal que pour l'argent. Le regard de l'autre, la reconnaissance de l'autre, le fait que les autres nous sont reconnaissants, c'est un très très important moteur pour l'activité humaine, pour se donner du mal, pour le bien commun. Et je pense que c'est ça qui constitue toujours mon ressort aujourd'hui, ce qui fait que je me donne du mal pour le bien commun, c'est que il y a le regard des autres, il y a des gens qui comptent sur moi, et des gens qui ne m'aiment pas du tout. À l'occasion de la Constitution européenne, à l'occasion de ce débat, j'ai réfléchi à ce qui n'allait pas dans la Constitution, et pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on a ferraillé pour dire ce qui n'allait pas. Et puis, à l'issue du référendum, plutôt que de tout arrêter, j'ai commencé à construire, j'ai commencé à imaginer une alternative. C'est-à-dire que pour ne pas n'avoir que détruit, pour ne pas n'avoir que nié, pour ne pas n'avoir que critiqué, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui ne va pas dans la constitution actuellement. Et j'ai créé un forum, un wiki, des outils informatiques d'interaction qui ont permis pendant 3-4 ans d'élaborer une constitution, je dis d'origine citoyenne, c'est-à-dire qui est écrite par des gens qui ne sont pas au pouvoir et qui ne cherchent pas le pouvoir. Parce que je crois que c'est ça la cause des mauvaises constitutions. Je pense que si les constitutions sont mauvaises, c'est parce que ceux qui les écrivent ont un intérêt personnel à ce qu'elles ne soient pas bonnes, à ce qu'elles ne soient pas démocratiques. Quand on voit les institutions européennes, on s'aperçoit que partout, à tous les recoins, ce sont des ministres qui l'ont écrite. Dans chaque article, presque, on voit que les ministres et les exécutifs se mettent à l'écart des contrôles et rendent tous les contrôles factices. À tel point que finalement, dans les institutions européennes, plus personne n'est responsable de ces actes et les citoyens ne comptent plus pour rien. Mais en fait, à chaque fois, j'essaye de revenir à la cause des causes, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je pense que ceux qui ont écrit la Constitution européenne n'auraient pas dû l'écrire. Ce n'était pas eux de l'écrire. Ce soir, je voudrais vous présenter l'idée la plus forte que j'ai trouvée depuis 6 ans que je travaille sur les institutions. J'ai découvert progressivement les institutions athéniennes, qui étaient la première démocratie au monde, et qui, je crois, j'ai beaucoup travaillé sur toutes les constitutions du monde qui se ressemblent, et qui ne sont pas des démocraties, qui sont des gouvernements représentatifs. Je pense que la démocratie athénienne est la seule démocratie que les humains aient connue pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi quand on va décrire le fonctionnement de la démocratie. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on appelle démocratie son strict contraire. Les gens qui ont pensé le gouvernement
le régime dans lequel nous vivons, qui s'appelle le gouvernement représentatif, qui a été institué sous ce nom-là et en décidant sciemment de ne pas bâtir une démocratie. Les gens comme Sieyès en France, vous savez, Sieyès, celui qui avait écrit Qu'est-ce que Tiers-État, c'était un défenseur important de la Révolution française, Madison aux États-Unis, un père fondateur, ces gens-là savaient très bien ce que c'était que la démocratie, c'était des hellénistes qui connaissaient les institutions athéniennes, et ils ne voulaient pas la démocratie. Une grande partie de la population était analphabète, et puis ils avaient un mépris du peuple qui se sentait partout dans ce qu'ils écrivaient, un mépris, oui, une espèce de condescendance. Le peuple n'était évidemment pas capable de se gouverner lui-même. Et Sieyès écrit en toutes lettres, de façon très claire dans les discours dès 1789, il n'est pas question que le peuple se gouverne lui-même en France, et la France ne sera pas une démocratie, dit textuellement Sieyès. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous appelons aujourd'hui démocratie un régime qui n'a pas été voulu du tout comme une démocratie. C'est une ruse du langage. Nous nous sommes mis à appeler, c'était très vite, au début du XIXe siècle, déjà Tocqueville a écrit un bouquin qui s'appelle La démocratie en Amérique, un grand livre que je vous conseille, un des livres les plus intéressants qui soit sur le plan de l'organisation politique, et il parlait déjà d'un régime qui n'était pas la démocratie. Donc le revirement de langage, ou le fait qu'on appelle démocratie un régime qui était conçu comme le contraire, qui était conçu comme les humains ne sont pas bons à se gouverner eux-mêmes, les humains ils sont bons à désigner leur maître, et puis c'est tout. C'est le plus important, c'est l'obstacle le plus important pour nous, pour imaginer une alternative. Parce que, en fait, les événements de l'actualité m'aident à affirmer ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, ceux qui ne voient pas que les gouvernements sont au service des banques et ne rendent des comptes qu'aux banques et font passer l'intérêt des banques avant l'intérêt général, ceux qui ne le voient pas sont aveugles, parce que vraiment là, en ce moment, ça se voit beaucoup. Mais c'était déjà le cas avant, ça se voyait moins, mais c'était déjà le cas avant. En fait, l'idée du gouvernement représentatif, c'est de laisser le peuple désigner lui-même ses maîtres à l'occasion d'une campagne électorale. Et celui qui aura réussi à convaincre les autres qu'il est le meilleur sera élu. Ce mécanisme du gouvernement représentatif qui repose sur l'élection, il porte dans son génome, dans sa mécanique, il porte la prime au meilleur menteur. Celui qui va mentir, celui qui va arriver à convaincre, par des mensonges, mais qui va arriver à convaincre, il va gagner l'élection, à tous les coups. Et celui qui va... plus l'échelle est grande. Au niveau de la commune, c'est plus difficile. D'ailleurs, les élus locaux sont bien plus, je crois, bien plus intègres et bien plus dévoués. Le dévouement est bien plus grand parmi les élus locaux que parmi les élus de plus haut niveau. Dans l'alternative au gouvernement représentatif, qu'est-ce que c'est qu'une vraie démocratie et en quoi est-ce que c'est intéressant ? Dans la démocratie athénienne, ce qu'il faut comprendre pour comprendre les institutions athéniennes, c'est l'objectif des Athéniens. Ça faisait 800 ans que les Athéniens prenaient des tyrannies sur le dos. Ils en avaient assez. Ils ont essayé d'imaginer un système dans lequel ils allaient éviter de donner le pouvoir à des tyrans. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Ce qu'ils observaient, c'est que le tyran, au début, celui à qui on donnait le pouvoir, était vertueux, plein de bonnes intentions, et puis quand il exerçait le pouvoir, il se transformait, il changeait, et il ne suivait plus que son intérêt particulier ou l'intérêt de quelques-uns sans plus respecter l'intérêt général. Vous savez, ça continue, on continue à dire aujourd'hui, on le voit bien depuis des siècles, depuis des millénaires, le pouvoir corrompt, le pouvoir change les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un est bon au départ, si vous lui donnez du pouvoir trop longtemps, il se transforme et il devient moins bon, voire mauvais. Alors les Athéniens ont imaginé un système d'institutions dont il faut comprendre et garder en mémoire le cœur nucléaire. C'est l'objectif. L'objectif central des Athéniens, c'était l'égalité politique. L'égalité politique, pas du tout l'égalité sociale, pas du tout l'égalité économique, même pas l'égalité musculaire ou intellectuelle, non, l'égalité politique. Pour prendre des décisions, nous serons égaux. Mais au centre du schéma, vous avez un objectif et deux sous-objectifs. Il faut comprendre que toutes les institutions athéniennes, et en fait toute démocratie digne de ce nom, vise ces objectifs. Il faut comprendre ensuite que toute la logique de toutes les institutions,
elle est articulée autour de cet objectif central, égalité politique. Nous sommes inégaux, disaient les Athéniens, mais en politique, nous serons égaux. On détaillera, parce que vous verrez qu'il y a des sujets sur lesquels les Athéniens tenaient à l'élection, ils savaient qu'ils étaient inégaux et qu'ils avaient besoin de compétences, et sur ces sujets-là, ils pratiquaient l'élection. Et donc, pour obtenir cet objectif d'égalité, les Athéniens, on en déduit deux sous-objectifs parfaitement logiques, qui sont l'amateurisme politique. Les Athéniens tenaient, comme à la prunelle de leurs yeux, à l'amateurisme politique. Les Athéniens ne voulaient plus de professionnels de la politique. Et toutes les institutions de la démocratie étaient dans cet axe-là, servaient à atteindre cet objectif, amateurisme politique. Et pour obtenir l'amateurisme politique, sous-objectif qui est corrélé, qui va avec l'un entraîne l'autre, l'autre entraîne l'un, les Athéniens ont mis en place la rotation des charges. Vous savez, dans les conversations aujourd'hui, quand on parle de politique, souvent on dit qu'il faudrait arrêter avec le cumul des mandats. Le cumul dans le temps et le cumul dans l'espace, le cumul des mandats et le renouvellement des mandats. Tout le monde sent bien que la professionnalisation de la politique crée une espèce de caste, de groupe d'humains privilégiés qui se sentent comme des surhommes et qui décident tout à la place des autres et qui nous consultent de moins en moins. Et tout le monde sent bien, à part les élus eux-mêmes, mais tout le monde sent bien que la professionnalisation de la politique porte en elle notre dépossession, à nous tous les autres, notre impuissance politique. C'était il y a 2500 ans, ils vivaient de façon assez différente de nous sur certains aspects, mais ils avaient les mêmes problèmes en fait. Ce qui est très intéressant, c'est quand on les voit vivre au quotidien, il y a des historiens qui racontent ça, c'est vraiment merveilleux, c'est que ces gens-là étaient exactement aussi malins que nous, et probablement beaucoup plus affûtés sur la politique parce qu'ils en faisaient plus que nous, et que donc leur expérience, leur peur ressemblait aux nôtres, et ce qu'ils avaient inventé pour se protéger serait tout à fait applicable aujourd'hui. Mais je voudrais attirer votre attention sur deux livres absolument essentiels. Je vais commencer par le plus important, qui est un des livres les plus importants de ma vie. Vraiment, il est dans les 5 meilleurs livres que je connaisse. Pourtant, il n'a pas un titre très folichon. Il s'appelle « Principe du gouvernement représentatif » de Bernard Manin. Je pense que ce livre-là devrait être enseigné dans les écoles. On devrait apprendre à s'occuper du gouvernement représentatif. En fait, Bernard Manin, je l'ai rencontré, c'est un gars très très gentil, pétillant, généreux comme tout. Et ce gars-là voulait faire le point sur l'élection et le tirage au sort. Il voulait comprendre pourquoi le tirage au sort avait été abandonné, perdu. En faisant un bilan honnête des avantages et inconvénients de l'élection et du tirage au sort. Pour nous qui n'avons jamais entendu parler du tirage au sort, c'est comme un plaidoyer pour le tirage au sort. C'est incroyable comme l'idée du tirage au sort est puissante à travers les lignes de cet auteur. Et un deuxième livre plus épais, mais absolument passionnant parce qu'il parle des Athéniens, la vie des Athéniens au quotidien, comme si vous les voyiez vivre. Ce gars-là a passé sa vie sur travailler la démocratie athénienne, et il a écrit un énorme bouquin en 6 volumes, qu'il a résumé en un volume pour nous. Et c'est une mine à idées pour organiser le monde aujourd'hui. Une mine à idées pour nous protéger contre les abus de pouvoir. C'est-à-dire que les Athéniens ne voulaient pas d'abus de pouvoir, et ils ont organisé leur cité pour qu'il n'y en ait pas. Et les 1000 astuces qu'ils ont inventées et les problèmes qu'ils rencontraient sont, je trouve, absolument passionnants pour nous, pour aujourd'hui, nous qui sommes assaillis d'abus de pouvoir. Tous les jours, il y en a de nouveaux plus graves les uns que les autres. J'étais en train de parler des objectifs centraux. Égalité politique. Donc, amateurisme politique. Donc, non-professionnalisation. Surtout éviter la professionnalisation. Et donc, rotation des charges. Donc, mandat court et non renouvelable. La procédure reine,
la procédure cardinale, centrale pour les Athéniens. Et on l'a complètement oublié parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Mais la procédure qui rendait possible l'amateurisme politique, c'était le tirage au sort. Pendant 200 ans à Athènes, 200 ans c'est très long, 200 ans c'est le même temps que nous avons testé l'élection. Vous savez que nous connaissons l'élection de représentants, donc le gouvernement représentatif, depuis 1789. Un peu avant pour les Américains, mais bon, en gros, fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe, début du XIXe, depuis 200 ans, nous pratiquons l'élection. Et nous pouvons voir les résultats. Je ne vous parle pas d'idéologie, je vous parle de résultats. Le résultat de 200 ans de gouvernement représentatif, c'est le gouvernement pratiquement tout le temps des riches, des plus riches parmi nous. Je ne parle pas des riches au sens large, je parle des ultra-riches, des gens qui sont capables de financer une campagne électorale, qui sont capables de corrompre. Partout, les riches, les plus riches, arrivent, par le jeu des financements des campagnes électorales, arrivent à maîtriser, pas tout de suite, mais progressivement, finalement, 100% du pouvoir politique. Et c'est inédit dans l'histoire des hommes, c'était pas du tout comme ça avant. C'était pas du tout comme ça avant le XVIIIe siècle. Certes, avant le XVIIIe siècle, les riches avaient du pouvoir, ils avaient de l'influence. Mais ils avaient contre les princes qui pouvaient les envoyer au cachot, qui pouvaient leur confisquer leurs terres. Ils avaient contre les princes, les nobles. Les riches avaient contre le clergé. Les riches n'avaient pas du tout 100% du pouvoir, hein. Pas du tout, du tout, du tout. La situation qu'on connaît aujourd'hui, dans laquelle Goldman Sachs n'est pas en situation d'influer le gouvernement américain, elle est le gouvernement américain. C'est incroyable. Ça s'est fait progressivement, ça ne s'est pas fait tout de suite. Les Américains ont beaucoup résisté à la corruption de leurs élus. La mécanique corruptrice du gouvernement représentatif, elle joue tellement partout et tout le temps que c'est quand même, ça doit bien être dans la mécanique, il doit y avoir quelque chose de corrupteur dans la mécanique du gouvernement représentatif. Pendant 200 ans à Athènes, vous n'allez pas me croire, ils tiraient au sort tous les jours. Pendant 200 ans, les riches, parce qu'il y avait des riches qui vivaient très bien, très confortablement, ils faisaient leur business, ils étaient très riches. Mais les riches n'ont jamais gouverné, pas un jour, pendant 200 ans. Ils étaient riches, ils vivaient bien, et il se passait du pouvoir politique. Le résultat de 200 ans de vraie démocratie avec tirage au sort et contrôle des pouvoirs, vous allez voir les contrôles des pouvoirs dans une démocratie, c'est considérable. Ils se méfiaient d'eux-mêmes. Et ce qui m'a amené à faire toutes ces recherches pour essayer de comprendre comment ça marche et comment ça pourrait être transposé dans de bonnes conditions, c'est d'abord l'observation du résultat, des faits. 200 ans de pratique de démocratie, jamais les riches n'ont gouverné, toujours les pauvres. Moi, aujourd'hui, ça m'intéresse. Il y en a qui voudraient que je m'occupe d'autre chose en disant la démocratie, c'était esclavagiste, c'était phallocrate, c'était xénophobe, c'était un régime circulé, il n'y a rien à voir. Je vais approfondir, moi. Je vais voir si la démocratie athénienne était effectivement... Bon, elle était esclavagiste, d'accord. Effectivement, la démocratie athénienne était esclavagiste. Oui. Est-ce que c'était spécifique? Est-ce que Sparte n'était pas esclavagiste aussi? Mais bien sûr, Sparte aussi. Pire encore, tous les peuples du monde étaient esclavagistes. Ils le sont encore largement d'ailleurs, au passage. Et la démocratie athénienne ne fonctionnait pas grâce à ça. Elle n'avait pas besoin de l'esclavage pour fonctionner. Sur la réflexion, sur notre réflexion populaire, parmi les gens qui ne cherchent pas le pouvoir, qui cherchent à savoir qu'est-ce que c'est qu'une vraie démocratie, les élus, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix il y a 200 ans de ne pas instituer de démocratie, et ceux qui refont ce choix à chaque fois qu'ils modifient la Constitution, à chaque fois qu'ils écrivent la Constitution, parce que c'est incroyable, les parlementaires, les ministres, les présidents, l'exécutif et les institutions, les organes du gouvernement représentatif actuel se sont donné le droit, se sont arrogés le droit incroyable d'écrire la Constitution. Une constitution, c'est un texte majeur dans l'histoire des hommes. C'est une idée géniale dans l'histoire des hommes. C'est vraiment une des meilleures idées des humains.
je crois. Moi, je suis juriste, donc c'est normal que je donne de l'importance au droit, mais vraiment, la Constitution consiste à mettre au-dessus des hommes au pouvoir un texte qu'ils devront craindre. Nous avons besoin d'hommes au pouvoir, parce que nous ne pouvons pas exercer le pouvoir tous, tout le temps. Nous avons besoin de gens à qui nous donnons un peu de pouvoir, au moins, pour réguler la cité. Mais les hommes qui vont écrire les règles, qui vont écrire les lois, ces hommes-là sont dangereux pour nous. On le sait depuis Athènes. Et Athènes, la constitution d'Athènes, elle servait à mettre un droit au-dessus des producteurs du droit. Donc vous avez les gens qui ont le pouvoir, qui produisent le droit, et puis au-dessus, il y a un texte supérieur qu'ils doivent craindre et qui va les affaiblir. Une constitution, ça ne sert pas à organiser les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. Une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, à diviser les pouvoirs, à contrôler les pouvoirs, à punir les pouvoirs quand ils déconnent. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Je veux dire, notre paresse consiste à dire, au moment d'écrire la Constitution, non mais moi j'ai pas le temps, j'ai du travail, puis j'y connais rien. Dans la Constitution, mais je n'ai jamais réfléchi à ça, non j'ai pas le temps, j'ai du travail. Donc lui il a envie de l'écrire et qu'il écrive. Voilà, tout se joue là. Quand vous laissez les hommes au pouvoir, qui devraient craindre la Constitution, mais quand vous les laissez écrire la Constitution, les élus, les ministres, les présidents, les juges, et même les hommes de parti, même les gens qui ne sont pas encore au pouvoir, mais qui se projettent dans l'avenir et qui savent qu'ils vont avoir le pouvoir, tous ces gens-là, même s'ils sont vertueux, je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou corrompus, pas du tout, je ne dis pas ça. Je dis juste que ces hommes-là, parce qu'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire, un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Ils ont intérêt à ne pas être embêtés quand ils vont exercer le pouvoir, ils ont intérêt à ne pas avoir des bâtons dans les roues, à ne pas être tout le temps contrôlés par des jurés citoyens, par des enquiquineurs qui vont mettre en jeu leurs responsabilités, qui vont leur imposer des lois qu'ils ne veulent pas mettre en place, ou qui vont leur interdire de mettre des lois qu'ils voudraient mettre en place. Quand des élus écrivent une constitution partout dans le monde, ils n'écrivent pas le référendum d'initiative populaire, ils n'écrivent pas la séparation des pouvoirs, ils n'écrivent pas la reddition des comptes, ils n'écrivent pas la punition des élus quand ils ont fauté, etc. Ils n'écrivent pas toutes les institutions dont on a besoin. Ils n'écrivent pas le respect du vote blanc. La procédure centrale dans les institutions athéniennes qui permet d'atteindre l'objectif premier, l'objectif principal des institutions athéniennes, de la démocratie, qui est l'amateurisme politique, cette procédure qui rend possible la rotation des charges et l'amateurisme politique, donc l'égalité politique, c'est le tirage au sort. Donc je vais vous expliquer à grands traits ce qui fait que le tirage au sort compte dans la démocratie. Et ce que les Athéniens avaient mis en place pour se protéger des peurs, ils avaient les mêmes que nous. Ils avaient peur de tirer au sort un affreux. Ils avaient peur de tirer au sort un imbécile. Oui. La même peur que nous. Les mêmes objections. Et pourtant, ils l'ont fait pendant 200 ans. Donc, ils ont trouvé des trucs. Sinon, ils n'auraient pas fait ça pendant 200 ans. Et puis, pendant 200 ans, c'était une société prospère, une société pacifiée, plus stable politiquement que les autres alentours. Enfin, pas du tout le chaos. Les Athéniens, ayant peur du tirage au sort, des tirés au sort, avaient imaginé des tas de procédures complémentaires. En fait, les tirés au sort, ils étaient tout le temps contrôlés. Une immense différence entre une démocratie et le gouvernement représentatif, vous noterez que je ferai très attention à ne plus jamais appeler notre régime actuel démocratie. Je ne parlerai pas de démocratie. Je vous propose de faire la grève du mot démocratie pour notre régime. Il ne faut plus l'appeler démocratie parce que nous avons besoin de démocratie. Et tant que nous appelons le régime actuel démocratie, on est comme dans une glu intellectuelle qui nous empêche de penser l'alternative. Une grande différence entre une vraie démocratie et le gouvernement représentatif, c'est la place donnée à la confiance et à la méfiance. Dans le gouvernement représentatif, nous sommes appelés à faire confiance à nos élus. Les Athéniens
se méfiaient les uns des autres. Ils savaient qu'ils étaient imparfaits. Ils savaient qu'ils étaient possiblement malhonnêtes, possiblement arrogants, possiblement avides de pouvoir, possiblement malhonnêtes. Ils savaient ça. Et très pragmatiquement, pas du tout idéologiquement, pas du tout de façon illusoire, ils ont assumé leurs imperfections et dit, puisque c'est comme ça, on va donner le pouvoir par petits bouts à des gens pendant très peu de temps, jamais 2 fois de suite, et sous un contrôle étroit, quotidien. On va leur demander de rendre des comptes, on va les révoquer quand on n'est pas content, on va vérifier avant les mandats que c'est pas n'importe qui, il va y avoir la docimasie qui est un examen de... Il va y avoir toutes sortes d'institutions qui vont faire que, comme le système de la démocratie repose sur la défiance, ils mettaient des contrôles partout. Et ça, c'est bien plus adapté à la grande taille que le gouvernement représentatif. Parce que, imaginez qu'en Europe, vous ayez des gens qui soient tirés au sort, mais qui soient contrôlés tout le temps par d'autres tirés au sort. Interpellables, révocables, ayant à rendre des comptes, pouvant être punis sévèrement quand ils n'ont pas respecté l'intérêt général. Mais vous seriez bien plus serein. On serait bien mieux protégés que nous ne le sommes pour l'instant avec ce gouvernement représentatif qui nous fait croire que parce qu'ils sont élus, il faut leur faire confiance. Est-ce que vous savez ce que font vos élus au niveau européen? Est-ce que vous savez ce que vont dire vos ministres au Conseil des ministres européens? Vous savez que le Conseil des ministres en Europe est co-législateur. Laisser les exécutifs écrire eux-mêmes les règlements, c'est déjà une terrible atteinte à la séparation des pouvoirs. Nos ministres se sont catapultés législateurs, ce sont des ministres qui écrivent tout. Ou la Banque centrale qui écrit des règles de portée obligatoire et sans limitation de durée. Et ces lois sans Parlement, elles sont le prolongement, l'aboutissement logique, l'aboutissement inéluctable, je pense, du gouvernement représentatif. C'est naturel presque. On pourrait presque ne pas lui reprocher, un peu comme ce livre tombe, il subit sa loi, et bien un pouvoir, il va abuser, il va essayer de s'autonomiser, il va essayer de s'affranchir de tout contrôle. Et du même coup, on comprend mieux, si vous voulez, la dérive du gouvernement représentatif qui conduit à l'Union européenne et bientôt le gouvernement mondial, qui est pire encore. Si vous laissez les élus écrire le code électoral qui détermine ce qu'on va faire du vote blanc, mais l'élu, il a un intérêt personnel à ne pas être foutu dehors avec les autres, à l'occasion d'un vote protestataire qui dirait que tous les gens qui s'abstiennent là, quand ils sont plus de la moitié à s'abstenir, c'est parce qu'ils voient bien l'arnaque. Et ils voient bien que même, il n'y a pas moyen de s'en sortir, il n'y a pas moyen de dire c'est une arnaque, il n'y a pas moyen de dire le vote blanc servirait à ça. Je ne peux pas lui demander à lui, élu, d'écrire des règles qui vont tant le gêner quand il va exercer le pouvoir. Je sais qu'il ne le fera jamais. Mais c'est parce qu'il est plus fort que lui, je ne lui en veux pas. Juste, c'est pas à lui d'écrire la Constitution. J'aimerais bien que les élus ou les candidats que j'aime le mieux, qui me paraissent les plus humains, les plus généreux, les gens comme généreux justement, avec un gars formidable, généreux, ou Mélenchon, des gens qui sont plus généreux que les autres, je crois. J'aimerais bien qu'ils aient la hauteur de vue, comme Robespierre. Robespierre qui, 1791, ils sont en train d'écrire une constitution, et Robespierre fait un discours formidable à ses collègues constituants. Il leur dit, vous savez ce qu'on va faire? On va prouver aux Français qu'on n'écrit pas des règles pour nous-mêmes. Ils sentaient bien qu'ils étaient à la fois jugés partis, ils étaient constituants, et dans un mois, ils allaient être législateurs dans les institutions qu'ils avaient écrites eux-mêmes. Et Robespierre fait un super discours en disant on va leur prouver qu'on est honnête, qu'on est pur. Et ils étaient purs. Et ils ont voté oui, on sera inéligible. Donc les institutions de 91 qu'on écrit, on ne les écrit pas pour nous-mêmes. Et j'aimerais bien, moi, que nos élus de gauche, là, soient... Et cette hauteur, ils diraient j'ai une vue très précise du bien commun, je vais m'occuper du bien commun, je vais me dévouer au bien public, je vais être candidat, donc je vais finir par être élu. Mais parce que je suis candidat à l'élection, je suis candidat au pouvoir, je renonce à écrire la Constitution parce que là, je sais que je suis jugé parti, je vais être en situation de conflit d'intérêts, je vais avoir tendance à tricher, et une expérience de toutes les constitutions du monde montre que quand elles sont toutes écrites par des élus, et elles sont toutes écrites par des gens qui sont désignés parmi les membres des partis, et à chaque fois, dans toutes les constitutions du monde,
on organise l'impuissance des gens. Un des piliers importants, aussi importants que le tirage au sort, dans la démocratie athénienne, c'était l'Iségoria. L'Iségoria, c'est le droit de parole. Le droit de parole pour tous ceux qui veulent parler. Et ils ne parlaient pas tous, mais ils pouvaient parler. À tout propos, à tout moment. Et c'était très important, c'était une innovation ça à Athènes, parce qu'avant, les opinions dissidentes, on les maltraitait. Hein. Et les démocrates savaient qu'il y avait un risque d'oligarchie, il y avait des tendances oligarchiques permanentes. Et donc ils disaient, ok, on va mettre tous nos contrôles dont je vais parler tout à l'heure, mais en même temps, on va mettre en place l'Iségoria qui fait de chaque citoyen une sentinelle. En fait, chaque citoyen est une paire d'yeux qui va surveiller la démocratie et qui va nous alerter si jamais il voit un comportement oligarchique. C'est ça l'idée de l'Iségoria. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Je pense qu'on a bien besoin aujourd'hui de l'Iségoria. Et Internet nous rend l'Iségoria d'une certaine façon, en permettant à n'importe qui, même des gens qui disent des conneries, c'est pas grave. À Athènes, c'est pareil. On donnait la parole à tout le monde, et quelquefois, il y en a qui prenaient la parole pour rien, et qui parlaient mal, ou qui s'exprimaient mal, ou qui étaient paranoïaques, et qui disaient des bêtises. C'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Ok, et ben, s'il a mal parlé, on lui fait savoir, on le hue peut-être, mais c'est important qu'il ait le droit de parler. Ben, c'est un bel outil, l'Iségoria, le droit de parole pour tous à tout propos. Ce qu'on appelle la liberté d'expression. Les Athéniens donc, avaient peur d'eux-mêmes, ils se méfiaient d'eux-mêmes, et donc ils avaient institué toute une série d'institutions avant, pendant et après les mandats pour surveiller les tirés au sort. Ce n'était pas une sinécure d'avoir le pouvoir tiré au sort à Athènes. Il y avait d'abord un premier filtre pour éviter d'avoir un affreux, ou éviter d'avoir un imbécile, ou éviter d'avoir un malhonnête. C'était le volontariat. Alors le volontariat, ça servait surtout à filtrer les gens qui ne voulaient pas. Quoi. Les gars qui ne veulent pas, on se dit, bon ben, s'ils ne veulent pas, on ne va pas les forcer à exercer le pouvoir, s'ils ne veulent pas, ils vont mal faire. À Athènes, les gens se présentaient le matin à l'Assemblée, 2000 personnes se présentaient. Et, enfin, venaient qui voulaient. Ce n'étaient pas toujours les mêmes. Venaient qui voulaient, et il y avait des gens qui se dévouaient. Ils étaient payés. Bon, ils n'étaient pas payés beaucoup, hein. Ils étaient payés une demi-journée d'ouvrier. Non, pas beaucoup, mais bon. C'était important qu'ils soient payés. Et ils venaient pour se proposer, pour faire les tâches de représentation. Les tâches de représentation, il faut comprendre que ce n'est pas eux qui exerçaient le pouvoir. Ils préparaient les décisions de l'Assemblée, ils publiaient l'ordre du jour, ils faisaient la police. Parce que l'Assemblée, ce n'est pas elle qui va faire la police, c'est pas elle qui... Elle prend ses décisions, mais ce n'est pas elle qui va appliquer ses décisions. Donc l'Assemblée, elle a besoin de représentants pour appliquer ses décisions. Donc les tirés au sort, ils faisaient la police. Il y avait les juges. Les juges, c'était tirés au sort. Tous les juges, et par centaines. Quand il y avait un jugement d'un tiré au sort, quand un tiré au sort rendait des comptes, il rendait au compte devant un groupe de 200 personnes. Tiré au sort. À mon avis, ça on pourrait l'améliorer, c'est-à-dire qu'on pourrait tirer au sort parmi n'importe qui, même parmi ceux qui ne sont pas volontaires. Et il y a un autre sens au mot volontaire en français qui est « j'ai pas voulu avant, mais j'accepte ». Et en français, on dit le même mot, on dit volontaire. Vous savez, il y a ceux qui veulent le pouvoir. Et depuis Platon, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, parce que c'est vraiment mauvais signe s'ils veulent le pouvoir, souvent. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas le pouvoir, mais s'ils sont tirés au sort, s'ils sont désignés, ils acceptent. Ils acceptent, ça ne fait pas plaisir, parce que c'est une responsabilité, ils vont avoir à rendre des comptes, mais ils acceptent parce que ça marche comme ça. Parce que le système marche comme ça, et parce qu'on a besoin, on est formé depuis que tout petit, on sait que ça marche comme ça, et ça, c'est pas le même volontariat, je trouve. C'est un volontariat. C'est pas comme ça que ça marchait à Athènes. À Athènes, ils se présentaient en disant je veux bien. Mais il faut se rendre compte que c'était pas un fromage comme aujourd'hui les élus. Je veux dire, les élus aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. On leur tend les micros. Il y a qu'eux qui peuvent parler. Socialement, ils sont au sommet de la hiérarchie sociale. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt en dehors de l'intérêt général à vouloir être élu aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, donc ça crée un biais dans le volontariat pour être élu aujourd'hui. Mais à l'époque, à Athènes, ceux qui se présentaient au tirage au sort le matin, ils étaient volontaires, mais plutôt pour un truc qui était plutôt des devoirs que des... Ensuite, il y avait un autre filtre, c'était l'ostracisme. À l'époque, si vous mettez à la place, je mettais à leur place,
C'était très important l'ostracisme. Ça permettait de dire, celui-là j'en ai peur. Les Athéniens cherchaient, ils se méfiaient les uns des autres, mais ils cherchaient une société, ils cherchaient la concorde. Ils cherchaient à éviter la discorde. Et pour éviter la discorde, c'est important de pouvoir mettre à l'écart quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Et l'ostracisme, donc, c'était une procédure qui, à l'Assemblée, quelqu'un demandait, je voudrais qu'on déclenche la procédure de l'ostracisme. Alors si l'Assemblée décidait que oui, chacun écrivait sur un ostraconte, il y avait un petit bout de céramique, écrivait le nom de celui dont il avait peur. Et puis ensuite on ramassait les ostracons et puis on comptait les noms. Et celui qui avait son nom le plus souvent mentionné était mis à l'écart pour 10 ans. Okay. Donc l'ostracisme, c'était un moyen de se protéger contre les gens dont on avait peur. Aujourd'hui, nous n'avons pas de moyen de nous protéger des gens dont nous avons peur. Contrôle suivant, les tirs au sort ils étaient révocables à tout moment. Quand les Athéniens n'étaient pas contents de quelqu'un dans ses fonctions de magistrat, c'est comme ça qu'ils appelaient les tirs au sort, ils pouvaient les révoquer. C'est très important ça. Ça rassure drôlement. C'est-à-dire que si vous tirez au sort, et puis vous apercevez que mince, on a tiré au sort quelqu'un qui n'est pas bien. Et si vous pouvez le révoquer à tout moment, si l'Assemblée peut dire non, mais lui ça ne va pas. N'importe qui peut appeler en disant vous avez vu, regardez ce qu'il fait, il est en train de mal faire. Et l'Assemblée s'en aperçoit, et à tout moment elle peut le révoquer. Moi, il me semble que c'est une vraie. C'est rassurant, c'est moins inquiétant. Le tirage au sort est moins inquiétant si on sait qu'on peut à tout moment corriger une décision, une désignation qui s'est mal passée. Et puis à la fin du mandat, donc ça c'était pendant le mandat, révocabilité pendant le mandat, à tout moment. Et puis à la fin du mandat, les tireurs au sort rendaient des comptes. Et c'est pas du tout une formalité. Ils rendaient des comptes. Ça pouvait durer 1 an, la reddition des comptes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on ferait ça, mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait, si nous réfléchissions aujourd'hui à des institutions dans lesquelles nous surveillons nos représentants, nous méfions de nos représentants pour nous assurer, pour garantir qu'ils restent vertueux. Si nous faisions ça, si nous écrivions ensemble une constitution, si nous nous préoccupions de la constitution, il y avait la reddition des comptes. Et les punitions sévères ou les récompenses. On leur faisait des portiques, on leur donnait des honneurs quand ils avaient bien servi. Donc j'arrive presque au bout des institutions protectrices de la démocratie par rapport au tirage au sort. Les institutions athéniennes permettaient, c'est important, elles permettaient à l'Assemblée, même après coup, de mettre en cause une personne ou l'Assemblée elle-même pour changer de décision. C'est-à-dire qu'après coup, l'Assemblée pouvait, avec la procédure du graphe paranomon et la procédure des angélies, peu importe le détail, elle permettait avec 2 procédures d'incriminer, de mettre en cause quelqu'un, même après sa procédure de reddition des comptes, en s'apercevant que finalement son conseil avait été mauvais. Donc je veux dire, il y avait plein de rouages qui permettaient de ne pas craindre le tirage au sort. Quand on essaie de défendre l'idée démocratique, quand on dit mais quand même il s'est passé quelque chose de formidable à Athènes il y a 2500 ans, il y a des objections qui reviennent tout le temps et que je voudrais examiner avec vous. La première objection c'est mais enfin mon Dieu, vous savez quand même que la démocratie était esclavagiste. Vous êtes en train de défendre un régime esclavagiste? Non, je ne défends pas un régime esclavagiste, évidemment. Et vous savez aussi que c'était un régime phallocrate, un régime qui mettait toutes les femmes à l'écart. Donc la moitié de l'humanité était mise à l'écart de la politique. Oui, je sais ça. Oui, je sais ça. Mais ce n'est pas du tout ce que je défends, c'est pas ça qui m'intéresse dans la démocratie. Je sais qu'à l'époque, les femmes étaient à l'écart. D'ailleurs, ça a duré longtemps après, y compris pendant le gouvernement représentatif, au passage. Il me semble que, même avec les femmes réintégrées dans le peuple d'aujourd'hui, les institutions démocratiques que j'observe à Athènes, elles marcheraient tout aussi bien. Elles ne marchaient pas bien parce qu'il n'y avait pas les femmes, et donc si je réintègre les femmes dans le peuple, ça marcherait tout aussi bien. Donc l'objection ne me paraît pas valable. Et on me dit aussi, vous savez que c'était un peuple xénophobe qui ne donnait aucun droit aux étrangers. On les appelait les métèques. Oui, je sais ça. Et c'est pas ça qui m'intéresse dans la démocratie. Je ne mélange pas tout. À l'époque, effectivement,
les citoyens n'acceptaient pas n'importe qui dans le peuple et faisaient venir les riches de l'extérieur en leur assurant de pouvoir faire leur commerce et mener leur business sans problème, et les faisaient venir pour leur richesse et ne leur donnaient pas de pouvoir en échange. Et ce qui s'appelait les métèques venaient en connaissance de cause, ils savaient, et ils venaient faire leur business, et ça ne posait pas tant de problèmes que ça. Et puis, est-ce qu'on a des leçons à donner à la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui on donne des pouvoirs aux étrangers? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, dans une démocratie qu'on imaginerait nous, une démocratie moderne, modernisée, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer donner des pouvoirs aux étrangers? C'est pas consubstantiel de la démocratie que de mettre à l'écart les femmes, les étrangers et les esclaves. Pas du tout, c'est pas consubstantiel. C'était comme ça à l'époque. Et je trouve que ces objections ne retirent rien à ce qui m'intéresse dans la démocratie, qui est que pendant 200 ans, il y avait des riches et des pauvres. Parmi le peuple, le petit peuple. C'est vrai, une fois qu'on avait retiré les femmes, les esclaves, le peuple était la plupart des citoyens athéniens, la presque totalité des citoyens athéniens, étaient pauvres. Il y avait des riches et des pauvres. Et comme aujourd'hui, il y avait plus de pauvres que de riches. Tous les philosophes, presque, étaient vraiment contre la démocratie. Comme s'ils avaient émergé pour critiquer la démocratie. Platon n'avait pas de mots assez durs contre la démocratie. Disant, Pulas, tirage au sort, pour Platon était un aristocrate. D'ailleurs, c'était le fils d'une lignée noble. Et lui voulait un philosophe roi, ou un roi philosophe. Il était complètement aristocrate, c'était un oligarque. Et toute la philosophie de Platon, on ne la comprend pas si on ne comprend pas ça, bien sûr. Et donc, il n'y avait pas de Platon. Les philosophes étaient contre la démocratie. Et il suffit de les lire pour savoir que c'est les pauvres qui dirigeaient. Et les philosophes s'en plaignaient. Donc c'est bien ça qui se passait. C'est les pauvres qui dirigeaient pendant 200 ans. Donc moi, il me semble qu'aujourd'hui, moi je constate que les riches ont quasiment tout le pouvoir et s'attribuent de plus en plus de privilèges, de plus en plus d'inégalités. On dit des inégalités, mais en fait c'est les riches qui se goinfrent de plus en plus parce qu'ils ont non seulement 100% du pouvoir économique, mais ils ont en plus 100% du pouvoir maintenant, du pouvoir politique. Bon ben voilà, Montesquieu, le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. N'importe quel pouvoir il va abuser. Et ben on y est. Les riches ont réussi à prendre le pouvoir. Fin du 18e, début du 20e, début du 19e, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Ça s'est amplifié, ça s'est enquisté partout. Maintenant, ils sont vraiment, c'est fou ce qu'ils accumulent comme pouvoir. Ça va continuer parce qu'on met, nous, on ne met aucune limite. Tant que nous défendrons le suffrage universel comme une vache sacrée, en disant c'est ça notre liberté, c'est ça qui nous. Alors que je pense que c'est un faux suffrage universel. Le vrai suffrage universel, ce serait, on est à Montpellier, il y aurait une assemblée à Montpellier, un grand théâtre, où nous venons tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent, et on vote point par point sur tous les sujets qui nous intéressent. On vote, et c'est ça le suffrage universel. C'est à ce moment-là le vrai suffrage universel, c'est quand chaque citoyen, encore réuni dans une assemblée, c'est la démocratie directe, quoi. Alors on me dit c'est pas possible, alors on a une autre objection, c'est pas possible, aujourd'hui on est 40 millions, vous me parlez d'une petite société qui faisait 30 000 personnes. La taille de la cité athénienne, c'est vraiment pratiquement la taille d'une commune. Déjà organisée en commune, on a déjà tout ce qu'il faut. On a déjà des tas d'institutions communales. Je sais bien qu'on a besoin
travailler entre communes et de se réunir à plus grande échelle pour faire des trains, des hôpitaux, des grands services publics que nous rendons possible la grande taille. Et c'est pas impossible du tout, ça. Il y a un mécanisme politique bien connu, bien rodé, qui s'appelle la fédération. La fédération Proudhon qui travaille là-dessus. Il a bossé comme une brute sur la fédération. Il faut essayer de comprendre comment on allait pouvoir à la fois exercer directement le pouvoir pour tout ce qui est nos vrais problèmes, tout ce qu'on peut traiter au niveau local. Et il y en a beaucoup des problèmes qu'on peut traiter au niveau local. On le traite directement, nous-mêmes. Tous ceux qui veulent, à l'Assemblée locale. Et puis, pour ce qui nécessite une plus grande échelle, eh bien, on s'associe. Fédération de communes. En démocratie, on tire au sort les représentants pour qu'ils n'aient pas le pouvoir. J'exagère un petit peu, parce qu'on leur donne du pouvoir. Mais précisément, on leur donne un tout petit peu pour qu'ils restent nos serviteurs, les serviteurs de nous tous le peuple, pour qu'ils restent nos serviteurs et qu'ils ne deviennent pas nos maîtres. Voilà ce que je suis en train de comprendre à 50 ans. Je suis un passif et je suis en train de découvrir qu'une démocratie, c'est forcément bâti sur le tirage au sort pour garder le pouvoir et pas pour le donner comme on le donne aux élus. Vous ne pouvez pas remplacer l'élection par tirage au sort en disant ah, c'est affreux, on va donner tellement de pouvoir, le pouvoir qu'on donne aux élus, on va le donner à des tirés au sort, donc ça fait peur. Non, il faut comprendre, c'est autre chose. La démocratie, ça veut dire que c'est un projet suivant lequel on fait confiance à l'ensemble des gens, pas à quelques-uns et sur lesquels on pourrait se tromper. Non, on fait le pari que si on se met tous ensemble à discuter, le résultat d'une délibération éclairée par les débats, justement, par la contradiction publique, par ce qu'ils appelaient la mise en scène des conflits, qui est un élément essentiel de la démocratie, la mise en scène des conflits avant de prendre une décision, on fait le pari que ces décisions-là seront meilleures que ce qu'on voit avec le gouvernement représentatif, où en fait les élus sont soit à la merci de ceux qui ont financé leur campagne électorale, soit aux ordres de ceux à qui ils doivent leur pouvoir actuel et leur pouvoir futur. Ils ne seront pas réélus s'ils ne font pas ce qu'on leur dit de dire, et qui sont à la merci aussi de tous les groupes de pression qui leur tournent autour toute la journée pour les corrompre, les lobbies. Vous connaissez le truc. À mon avis, ce sera bien plus dur de corrompre une assemblée. Alors, il y a des discussions là-dessus. Il y a des gens qui disent non, c'est plus facile de corrompre un tiré au sort. Bon, on peut discuter. Moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile de corrompre toute une armée de tirés au sort parmi lesquels il y a plein de gens intègres qui sont véritablement incorruptibles. Et s'ils ont tous le pouvoir de toute cette assemblée, ben, si vous voulez les corrompre, il va falloir les corrompre tous. Hein. Et s'il en reste quelques-uns qui sont des donneurs d'alerte, ça va être beaucoup plus compliqué, je crois, qu'avec le gouvernement représentatif. « 19e siècle, 20e siècle, les 200 ans de gouvernement représentatif correspondent exactement chronologiquement à la période du capitalisme. Certes, on peut détecter les gènes, les premiers germes du capitalisme avant, n'empêche que la toute-puissance du capitalisme, le capitalisme triomphant, l'oppression des pauvres par les riches, l'oppression totale à 100%, c'est la même période. Le capitalisme et le gouvernement représentatif, ils vont ensemble. Mais Marx le disait déjà, hein. Mais Marx, bizarrement, n'incriminait pas du tout la Constitution. Il disait pas, et en changeant la Constitution, ça changerait tout. Je ne sais pas pourquoi Marx n'a pas dit ça, mais moi, ce que je vois, enfin, de mon point de vue, ça manque. Parce que
l'Ancien Régime et jusqu'à Athènes, hein, avant le gouvernement représentatif, les riches avaient contre eux des tas de contre-pouvoirs. Or, le gouvernement représentatif permet aux riches d'acheter le pouvoir, en achetant la campagne électorale et en faisant des élus leurs débiteurs. Et en appliquant au mécanisme politique le mécanisme de la dette qui permet aux marchands, qui permet in fine, aux plus riches marchands que sont les marchands d'argent, qui permet aux marchands d'acheter les gens, d'acheter leur docilité. Mais ce mécanisme qui donne le pouvoir finalement, parce que finalement ça leur coûte, mais ça leur coûte rien, les riches ont tellement d'argent que c'est même pas qu'ils l'achètent, puisque il leur en reste beaucoup d'argent après avoir acheté les politiques. Donc c'est comme si on leur donnait le gouvernement représentatif. C'est une formule un peu provocante, mais à peine, je le pense vraiment. Le gouvernement représentatif a, historiquement, dans l'histoire des hommes, c'est inédit, c'est récent, a donné le pouvoir politique aux riches. Thermidor, l'assassinat de Robespierre, la contre-révolution qui commence, et l'élection de notables, donc la fin du rêve des premiers révolutionnaires qui voulaient que le peuple soit la police, qui voulaient que le peuple se dirige lui-même, qui voulaient que... C'est incroyable ce qu'ils ont commencé à faire comme démocratie directe au début, les tout débuts de la révolution. Thermidor a tué ça. Et Thermidor c'est le signe du début du gouvernement représentatif, c'est de la contre-révolution. Et je les dissocie pas du tout, au contraire, je les associe. C'est-à-dire, très concrètement, c'est pas du tout théorique, je pense que le capitalisme est rendu possible par le gouvernement représentatif. Et on ne sortira pas du capitalisme tant qu'on n'aura pas remis en cause cette vache sacrée. Parce que ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi en plus à nous le rendre aimable. Nous souhaitons le suffrage universel, le faux, celui qui consiste à choisir des maîtres. On est tellement détronchés, on n'a tellement pas appris à l'école ce que c'est que la démocratie, on n'a tellement pas appris que tirage au sort c'est démocratie, tirage au sort, on n'a tellement pas appris ça, on a tellement appris à l'école comme un catéchisme que élection égale démocratie égale élection, alors que c'est pas vrai. On a tellement appris que nous aimons, c'est même pas un ersatz, c'est même pas un pis-aller, c'est une insulte de dire que le suffrage universel, c'est simplement désigner nos maîtres. Je me sens humilié d'être passé du rang de citoyen que je mériterais au rang dégradant d'électeur. Ce dont on a besoin, c'est d'arrêter d'appeler démocratie un régime qui est son strict contraire, qui permet le capitalisme et qui le verrouille tant qu'on aura l'élection, on n'en sortira pas, tant qu'on aura l'élection. Les riches, ils tiennent à l'élection. Comment se fait-il que Goldman Sachs défende l'élection? Comment se fait-il que toutes les multinationales défendent l'élection? Comment se fait-il que tous les tyrans défendent les élections? C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien à craindre de l'élection. L'élection n'a jamais tenu ses promesses. Et donc, c'est à nous d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'est-ce qui est un mythe là-dedans, qu'est-ce qui est un mythe. On pouvait croire à ce mythe en 1789 en disant on sort de l'ancien régime, on va en désignant nos maîtres, ça va être mieux. Je peux comprendre qu'on l'ait cru à l'époque, on n'avait pas testé. Mais après 200 ans d'expérience, mais j'ai plein d'expériences. Il n'y a pas beaucoup de bouquins sur le tirage au sort en français. Mais il y en a un très bon. Yves Saint-Omer, un français, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir au peuple. Le sous-titre, c'est Jurés citoyens, tirage au sort et démocratie participative. C'est un florilège, c'est un récapitulatif des expériences des humains, passés et modernes. Passé et moderne, il explique du tirage au sort et des assemblées citoyennes. Saint-Omer, dans la première partie, il explique comment fonctionnait avec les Rotariens. Donc les Rotariens, c'était la machine à tirer au sort. Donc vous savez, tous les matins, ils se réunissaient à l'Assemblée. Le matin, ils se réunissaient pour tirer au sort. Il y avait une machine pour ça. Et tout le monde était autour pour vérifier qu'il n'y avait pas de triche. Et puis ensuite, il explique, Saint-Omer, comment fonctionnent les assemblées de citoyens. Et comment on fait, par exemple, quand on désigne au sort des gens qui sont incompétents, qui ne connaissent rien sur un sujet, sur les OGM par exemple, ils sont incompétents au départ, parce qu'ils ne connaissent pas,
l'expérience. C'est pas théorique, c'est que les gens, en travaillant, en échangeant, en lisant, en confrontant les points de vue, en faisant venir les experts, les gens progressent, les gens changent, les gens deviennent compétents. Les expériences d'assemblées citoyennes, dans les jurés d'assises, mais d'assemblées citoyennes aussi, montrent que, et moi je le vis en classe à d'autres occasions, les humains changent quand on leur fait confiance. Et ils changent très vite. Tocqueville dit des choses de la même nature. Il dit, le fait d'être tiré au sort, Tocqueville était un défenseur formidable du tirage au sort. Et puis Tocqueville, il écrit bien, je peux vous dire, quand il écrit sur le tirage au sort, on se dit, mais ça, c'est bien défendu, quoi. Il défend bien le truc. Et en fait, les gens changent. Les humains sont plus que aptes, ils ont de l'appétence, ils ont envie de faire de la politique, à condition que ça serve à quelque chose. La thèse des Athéniens, qui consiste à dire, pour qu'une décision soit bonne, il faut avoir donné la parole à tout le monde, y compris des gens que vous détestez. Une décision publique sera correctement éclairée si vous avez donné toute leur chance à toutes les opinions dissidentes, même celles qui vous paraissent débiles, dangereuses, stupides, farfelues, même les dangereuses. Il est important de mettre en scène les opinions dangereuses pour qu'on puisse les réfuter publiquement et que ait été mise en scène l'existence de l'opinion dangereuse et la démonstration de sa dangerosité. Les Suisses vivent déjà une démocratie directe très imparfaite, mais très exemplaire pour nous qui en sommes si loin. Les Suisses exercent la démocratie directe dans les cantons, donc à toute petite échelle, et ne délèguent au niveau supérieur que ce qu'ils ne peuvent pas traiter au niveau local. Ça s'appelle la subsidiarité. La subsidiarité, ça veut dire je garde au niveau local tout ce que je peux et je ne laisse que le minimum passer au niveau supérieur. Et les gars que je délègue dans l'Assemblée supérieure, l'Assemblée nationale, je les surveille comme le lait sur le feu, et si je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, donc on n'avait pas dit que tu dirais ça, reviens par ici, on va en mettre un autre à la place. Je pense, il me semble que l'idée du tirage au sort s'adapte mieux, enfin l'idée de la démocratie s'adapte mieux à la grande échelle que le gouvernement présente. Je vous recommande la lecture d'Alain, j'en parlais là. Lui, c'est sûrement le meilleur livre de ma bibliothèque. Le propos sur le pouvoir d'Alain invite à ne pas acclamer quelqu'un qui fait le consensus. Et il invite les citoyens à rester méfiants. Tous les humains qui réfléchissent au pouvoir tombent sur la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, la révocabilité, l'initiative des gens, toute l'initiative populaire. Tous les penseurs, Montesquieu, Rousseau, tous, ils sont tous sur ces... Donc, je vous dis, n'importe quel citoyen aujourd'hui, parce que c'est logique, quand il va réfléchir à la Constitution, quand il aura compris que la Constitution, ça sert au-dessus des pouvoirs, pour protéger tous les gens qui sont en dessous des abus de pouvoir, en surveillant les gens à qui on donne le pouvoir, quand ils auront compris ça, même s'ils sont incompétents, ils vont réclamer le respect du vote blanc, la séparation des pouvoirs, la possibilité de punir le plus sévèrement du monde les députés, les gouvernants qui trahissent l'intérêt général. Je trouve que dans le mot gouvernement, il y a un piège. Dans le gouvernement, celui qui gouverne, il fait tout. Il écrit les lois et les exécute.
d'ailleurs, je pense que nos exécutifs font exprès de ne plus s'appeler exécutif, parce que dans l'exécutif, on sent qu'il ne fait qu'exécuter. Alors que quand il se met à s'appeler gouvernement, il va faire plus qu'exécuter. Il va tout décider. Il va tout décider. Et donc, moi, je ne suis pas du tout pour un gouvernement. Vraiment, c'est séparer les pouvoirs. Que celui qui écrit les règles ne soit pas celui qui les applique. Mais ce que je cherche, c'est à améliorer une idée que je trouve incroyablement prometteuse. À l'améliorer en la soumettant au feu de votre critique, pour que vous me disiez, parce que ça a formidablement marché déjà, cette technique-là, elle a vachement bien marché avec l'analyse des institutions européennes. Alors comment on fait? Il me semble, moi, que si nous étions des millions à vouloir, pas la multitude de nos objectifs de justice sociale qui sont trop complexes et qui font qu'on ne sera jamais d'accord. Non, pas ça. Un truc plus simple. Si nous étions des millions à vouloir une assemblée constituant désintéressée, point barre. Le reste suivra. Mais ce qui est un peu compliqué quand même, c'est vrai, c'est de réfuter les peurs que ça, parce qu'on n'a pas été apprivoisé, on n'a pas appris ça depuis qu'on est petit, que la démocratie c'est tirage au sort, tirage au sort c'est la démocratie. On nous a appris le contraire, on nous a dit la démocratie c'est l'élection, l'élection c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on nous a appris une connerie dans la constitution qu'on a écrite. On a fait deux parties. Une première partie très courte dans laquelle il y a les principes auxquels on tient, et parce qu'on estime qu'ils sont constitutifs de la démocratie durable, c'est-à-dire à l'abri des oligarchies. Et ça, on les a mis dans une partie qui ne peut être révisée, donc il y a deux modalités de révision. Les modalités de révision de cette partie qui sont très dures, il faudrait être 70% de la population à dire là on veut changer un truc important. Donc ce serait, il faut qu'il puisse le changer. À mon avis, il faut qu'il puisse le changer, mais il faut qu'il y ait une très forte majorité. Et puis, il y aurait l'autre partie de la Constitution, donc qui serait qui est l'application des grands principes de la première partie, et qui décline, donc, sur la création monétaire, on a dit qu'on voulait la garder absolument, ça c'est populaire, et ensuite, comment on fait, par quelle modalité le peuple garde la création monétaire. Et ça, par contre, les modalités, on peut les changer à 50 ou 60%. Ça permet de mettre les droits de l'homme, de mettre des choses auxquelles on tient et qu'on ne veut pas voir disparaître à l'occasion d'un fait divers monté en épingle par les médias.